Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le procès Sanogo a démarré le mercredi 30 décembre. Renvoyé à ce matin, les assises continueront finalement le lundi 5 décembre. Nous en parlerons dans cette émission. Mokhtar Belmokhtar a-t-il été tué? Ce qui est sûr, c'est qu'il a été annoncé plusieurs fois mort déjà. Est-ce la bonne foi cette fois-ci? La question mérite d'être posée. Affrontement entre la plateforme et la CMA près de Intilit à Gao. Et enfin également à Gao, attentat à l'aéroport où l'aéroport serait également plus hors d'usage. Mesdames et messieurs, voici quelques sujets que la semaine nous a donné. Bienvenue au Forum de la presse de ce vendredi 2 décembre. Avec nous sur ce plateau, Makan Konaté de Maliba FM, Mamadou Dabo du Zénith Ballet, Paul Nguessan du Prétoire et Boubacar Yalkouye du Pays. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission non par Salim Diouara. Le grand dialogue. Ils sont au total 18 à être accusés d'enlèvement, de séquestration, d'assassinat et de complicité d'assassinat. Le procès communément appelé procès Sanogo a débuté le mercredi dernier 30 septembre à Sikasso. Dans les rangs des accusés, plusieurs personnalités de l'ex-régime militaire de 2012, parmi lesquelles le général Amadou Aya Sanogo, ex-chef de la junte militaire, le capitaine Amadou Konaré, numéro 2 de la dite junte, le général Yamoussa Kamara, ex-ministre de la Défense, et le général Daïrou Dambélé, ex-chef d'état-major. Seulement 17 des accusés ont comparu devant la cour puisque le capitaine Amassege Sagara est décédé il y a environ 4 mois. Makan Konaté de Maliba FM, alors quels sont entre autres les enjeux de ce procès dit procès Sanogo? Je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs. Voilà 3 ans maintenant que le général Amadou Aya Sanogo maintenant il comparaît devant les juridictions pour assassinat et complicité d'assassinat. Je crois que c'est le chef d'accusation qui a été retenu contre lui. Avec 17 séquestration, enlèvement, assassinat, complicité d'assassinat. 17 autres de ses collègues. Bien. Moi, je ne peux que féliciter la justice malienne pour avoir décidé enfin d'aller vers ce procès. Et je pense que ça va être finalement un moyen pour que les uns et les autres puissent savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé avec ces bérets rouges qui sont décédés, qui ont été assassinés. C'est ça la réalité. Les ossements de ces bérets rouges sont présentement au niveau de l'hôpital du Mali. Et les parents de ces bérets rouges attendent que la justice soit faite pour pouvoir procéder à l'enterrement de leur enfant, de leur époux, de leur ami. Bref, ça arrive de façon générale pour faire leur deuil. Ce procès, je pense que doit permettre également aux uns et aux autres de comprendre qu'est-ce qui a amené ces bureaux rouges ce 30 avril à vouloir prendre les armes contre l'aéroport du Mali, contre l'ORTM et contre Kati. Donc, je pense qu'il faut que toute la vérité soit dite. Vous attendez de ce procès donc nous voulons que, des révélations. Moi, je veux que toute la vérité soit dite par rapport à ce procès. Est-ce que Aya est réellement le coupable de ces crimes qui ont été commis? Parce que effectivement, c'est des crimes. C'est des crimes qui ont été commis. Est-ce qu'il est réellement coupable? S'il ne l'est pas... Quel est votre avis sur la question? Je ne sais pas. Ça dépend des juges. Mais
Qu'est-ce qui a occasionné cela? C'est pourquoi, c'est pourquoi je demande, moi j'aurais souhaité que les avocats de Aya demandent à ce que le président Blaise Compaoré du Burkina Faso soit cité. Pourquoi Blaise devrait être cité dans ce procès? Qu'il soit cité. D'accord. Je sais pourquoi merci. Je le dis. Il faut nous informer puisque nous on ne sait pas. Nos auditeurs non plus d'ailleurs. On en reviendra. D'accord. Merci. Mamadou Dabo du Zénith Ballet, est-ce que vous pensez déjà que c'est une victoire pour les défenseurs des droits humains au Mali que le général Amadou Aya et 16 autres soient comparaissent déjà? Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers interlocuteurs. Et je pense que c'est une très grande victoire d'ailleurs, pas une victoire, une très grande victoire. Nous vivons une ère d'impunité. Tout le monde est au courant des crimes qui ont été perpétrés sous Sanogo, au moment où il était très fort. Il était le plus puissant du Mali. 1 mort, 2, 3, jusqu'à 21 morts, c'est trop. On est parti les ensevelir ensemble dans des conditions que Sanogo, je pense, n'ignorait pas. Et il pouvait feindre d'ignorer au départ, mais lorsque tout Bamako en savait quelque chose, il était du devoir de Sanogo de réagir. La justice qui se passe aujourd'hui pouvait se passer sous Sanogo s'il ne se reprochait rien et s'il ne voudrait pas couvrir des gens. Il doit pouvoir répondre de ces questions-là. Pourquoi en son temps, il n'a pas jugé bon de rendre justice? Des gens sont morts, nos compatriotes sont morts, alors on doit réparer cette situation. Okay. Qu'est-ce qui serait d'ailleurs la principale question dans ce procès? Pourquoi il n'a pas rendu justice ou pourquoi et le comment de l'exécution de ces 21 bérets rouges? D'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on n'est pas à Sikasso pour faire le procès des bérets rouges. On est là pour faire le procès de ceux qui ont tué ces bérets rouges. Les plaintes sont allées dans ce sens. Et maintenant, constitue la responsabilité, la culpabilité par rapport à cette tuerie. Merci, monsieur Mamadou Dabo du Zénith Ballet. Paul Nguessan du Prétoire, alors, quels sont les enjeux? Parce qu'on voit que les enjeux sont également politiques de ce procès. Oui, bien sûr. Bonsoir, chers auditeurs. Et effectivement, je pense que l'enjeu est plus politique que l'on ne pense, puisque on parle d'un homme qui était à un moment donné... Ils sont quand même 18. Ils sont 18, mais je pense qu'il y a la tête qui est là, parce qu'aujourd'hui, quand on parle plus, on parle que Amadou Aya Sanogo. Les co-accusés, ils sont... Peut-être qu'on les minimise, même s'ils sont des acteurs clés de ce procès, mais on pense que c'est la tête pensante qui est d'abord qui fait l'objet. Je pense que c'est bienvenu d'abord ce procès, parce qu'à un moment donné, on pensait que la justice malienne n'était pas à la hauteur, telle sorte que la CPI était à nos trousses. Et je salue vraiment les autorités pour que ce procès, pour qu'au moins on puisse souffler, pour dire que nous sommes capables de juger sur le sol malien des crimes de cette envergure-là. Maintenant, jusqu'à le monde parlons, les Sanogo et les 17 co-accusés bénéficient d'appelement d'innocence. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont encore... le procès nous permettra de savoir réellement de situer la responsabilité de tout un chacun dans ces crimes-là, de ces 21 bérets rouges qui ont disparu. Et chapeau d'abord à la justice. Et je pense qu'il est temps vraiment que la lumière soit faite pour que nous puissions tourner cette page définitive et que le Mali puisse aller de l'avant, car on ne va pas aussi se focaliser sur seulement l'affaire Sanogo. Le Mali a trop de problèmes qu'il faudra qu'on essaye vraiment de trouver une solution. Et chapeau à la seule justice, et j'ose croire que le lundi, on va vraiment commencer les choses sérieuses pour qu'on sache, on s'achemine réellement dans un procès qui va nous donner, faire sortir les facettes des coups bas, de tout ce qui a été caché au peuple malien. Merci. Boubacar Kouye du pays, est-ce qu'il faut s'attendre à des révélations au cours de ce procès? Oui, il faut s'attendre à des révélations
Mais à savoir vraiment si ça sera des révélations au bénéfice quand même de cette vérité que nous recherchons tous. Parce que déjà, il faut craindre que ça ne soit pas peut-être une histoire de règlement des comptes en tant que tel, puisque on sait qu'aujourd'hui, Sanogo et ses compagnons sont à la barre, mais quand on essaye de faire de revenir un peu en arrière par rapport à ces coups d'État, nous verrons vraiment que ce sont des putschistes, mais ils n'étaient pas quand même les seuls dans ce jeu-là. Officiellement, on ne parle pas de coup d'État d'ailleurs. Quand on a amnistié justement, on a parlé d'amnistie de la mutinerie. On a parlé de mutinerie, alors oui, comment comprendre cela déjà? Est-ce qu'il n'y a pas un écart de langage déjà? Oui, effectivement. Moi, je pense que, c'est-à-dire que même aujourd'hui, l'assassinat des Béro, ça s'inscrit dans ce sens, puisque c'est le coup d'État qui a amené tout ça. Et comme vous l'avez si bien dit, cette amnistie, moi, je considère ça, c'est comme un truc purement politique, hein, puisque le coup d'État aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu la lecture des choses à ce niveau, il y a pas mal d'acteurs politiques qui sont impliqués dans la chose. Alors, n'a-t-on pas parfois l'impression justement que Sanogo est un peu une victime à ce moment-là, où il est jugé, mais on a parfois l'impression que c'est une grosse punition de l'appareil politique contre ce coup de force-là à l'époque. Effectivement, c'est bien ça, c'est bien ça. Raison pour laquelle je disais qu'il y a quand même une partialité dans ce procès-là, parce que quand on essaie de voir un peu, bon, ceux qui sont aujourd'hui au régime, à la tête du pays, nous savons vraiment que la plupart d'entre eux étaient avec le monsieur. Et aujourd'hui, quand il y a lieu, il faut forcément faire comment on appelle, le jugement. Vous parlez de qui concrètement? Est-ce que vous parlez du parti au pouvoir? Moi, je disais que du plus haut sommet de l'État jusqu'au dernier planton de la République. Tout le monde vous dites que tout le monde était avec Sanogo? Presque. À 80%, ils étaient avec lui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde était avec le général Sanogo? On a vu quand même qu'il y a eu plusieurs clans quand il y a eu ce coup de force-là. Il y a eu le FTR qui était officiellement, tout le monde le sait, contre Sanogo. Il y avait le MP22 qui était assez proche de la junte. Ce que je vais vous dire, il y a des hommes politiques qui se sont rendus compte, du moins à Kati, qui ont rencontré Sanogo. Tous les hommes politiques sont allés à Kati, soit sous la contrainte, soit de leur propre chef, mais ils y sont tous passés quand même. Oui, il y en a qui ont été arrêtés, qui ont été amenés à Kati et qui ont été relâchés. Mais il y en a qui sont venus de leur propre gré, qui ont échangé avec Sanogo, qui ont été filmés, qui ont été enregistrés. Et ces preuves-là vont apparaître dans ce procès. Sont détenus par le CNRDRE. Le CNRDRE qui n'existe plus. Alors, est-ce que ce sont des preuves qui vont apparaître au cours de ce procès? Certainement. Vous les appelez preuves. Est-ce que ce sont des vidéos qui apparaîtront au cours de ce procès? Mais les preuves ont déjà été exhibées. Imaginez, après le putsch, après le coup d'État, quand le journal télévisé sur le RTM finissait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des messages de soutien qui venaient. Est-ce que vous parlez Et ces messages de soutien ont été faits effectivement par des hommes politiques. Et le RTM détient effectivement ces enregistrements, ces images. Alors, qu'est-ce que les accusés risquent aujourd'hui à l'issue de ce procès, selon vous? Selon moi, je crois que voilà, il faut chercher d'abord à déterminer qui a ordonné l'assassinat des Bérets Rouges. Ça, c'est un point essentiel qui doit être déterminé. Est-ce que c'est Sanogo qui a dit à des militaires allez exécuter ces gens-là? Est-ce que c'est une autre personne, sinon d'autres, qui les ont exécutés pour ensuite venir informer Sanogo? Voilà ce que nous avons fait. Alors, Amadou Aya Sanogo s'est présenté en tant que général de corps de l'armée du Mali. Il est général, ancien chef de l'État. Il est général 4 étoiles. Il est général 4 étoiles et il est ancien chef de l'État parce qu'il a dirigé le pays. Il y a un coup d'État. À la suite du coup d'État, il est passé à la télé au nom du CNRDRE et il a fait une déclaration. Il a géré le pays pendant quelques jours.
Et il a été nommé général 4 étoiles par le président par intérim, qui était le professeur Djonkouda. C'est lui qui l'a nommé. Merci Makan Konaté. On revient tout de suite après la pause. On prend quelques secondes de pause et nous reviendrons. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Si vous venez de vous connecter, restez donc avec nous. Alors, Makan Konaté était sur une lancée, si je me trompe. Alors, mais vous nous avez toujours pas dit ce que risquent les accusés dans ce procès-là. Est-ce qu'ils risquent la peine de mort, la perpétuité? Est-ce qu'ils risquent d'être libérés? Quel est votre avis sur la question? À présent, les accusés bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, c'est suite aux questions, aux analyses des juges que nous saurons qui a fait quoi. Et aujourd'hui, Sanogo est jugé par c'est le ministère de la Justice. On voit que plusieurs, on voit que le ministère de la Justice, on voit que le général Didier Dako est cité comme témoin. On voit que avant d'arriver l'ancien président Djonkouda est cité comme témoin. Il y a quand même des hommes puissants, le général Didier Dako qui est le chef d'état-major, qui sont cités comme témoins. Je vais vous dire, à l'issue de ce procès. Le ministre de la Justice, Maître Mamadou Konaté, Mamadou Ismaël Konaté, qui fut l'avocat de Sanogo à un moment donné. Il a travaillé au CNRRE à Kati. Il était avec Sanogo. Celui qui a instruit le dossier de Sanogo, le juge Karamé, il était avec Sanogo à Kati. Alors, est-ce que vous pensez que les dés sont pipés dès le départ? Les dés sont pipés, forcément. Est-ce que vous pensez dans ce cas en faveur de qui? De Sanogo alors? Non, pas en faveur de Sanogo. Puisque le juge Yaya Karambe qui a instruit le dossier. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Et l'actuel ministre de la Justice, ils ont travaillé avec le général Sanogo. Où est le juge Karambe? Où est-ce qu'il est? Et je vais vous dire une chose. À ce moment-là, est-ce que les dés sont pas pipés? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Sanogo est jugé sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Mais si Sanogo n'avait pas fait le coup d'État, Ibeka et son parti n'allaient jamais gagner les élections au Mali. Vous pensez que c'est un coup d'État qui a été bénéfique pour le président de la République? Aujourd'hui, c'est ce parti qui juge. C'est un autre débat. Ce n'est pas un parti qui juge. C'est ce chef d'État. C'est ce chef d'État qui initie aujourd'hui le jugement de Sanogo. Mais si la justice est indépendante... donc c'est pourquoi quand vous avez dit qu'on a cité des gens comme témoins... je vous redonne la parole tout à l'heure. Ces témoins-là vont dire beaucoup de choses. D'accord. Djonkouda, il a quelque chose à dire. C'est lui qui a nommé Aya comme général. D'accord, je reviens vers vous tout de suite là, le temps de faire réagir Mamadou Dabo du Zénith Ballet. Mamadou Dabo, est-ce que vous pensez à ce moment-là que les dés sont pipés? Makan Konaté vient de le dire, l'actuel ministre de la Défense a été avocat de Sanogo, le procureur a travaillé du moins avec Sanogo au sein du CNRDR à l'époque, et également le premier juge d'instruction Yaya Karambe qui a travaillé avec le général Sanogo. Est-ce qu'on ne peut pas craindre justement que les dés soient pipés en la faveur du général Sanogo à ce moment? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que toute la vérité soit dite? Je crois qu'on peut dire la vérité, toute la vérité. Vous avez tout de suite évoqué le nom de Maître Mamadou Konaté, le ministre de la Justice, qui était avocat de Sanogo. L'avocat qui a travaillé au CNRDR avec Sanogo. Oui, qui a travaillé au CNRDR en tant qu'avocat. Et il faisait un travail d'avocat. Aujourd'hui, il est ministre. Sa conscience le guide vers ses nouvelles fonctions. J'espère bien. Alors, ce genre de procès pourrait durer combien de temps? On peut s'attendre à ce que ça aille dans la durée ou que ça aille assez relativement vite? Et le procès peut durer 1 à 3 mois avec les nombreux reports. D'abord, il y a jusqu'à 17 personnes, s'il faut les écouter, et écouter l'autre partie à chaque fois, et revenir avec des témoins, écouter les témoins, vous voyez qu'il est difficile de tenir ce procès dans 1 mois. Alors,
pour revenir à la première question, je dis que le procès là, il faut bien le situer dans son contexte. Il ne s'agit pas du procès du pouvoir de Sanogo. Sanogo avait un pouvoir qui lui permettait de gérer ce pays. Il ne pouvait pas gérer ce pays seul, il va le gérer avec d'autres personnes. Ceux qui ont été impliqués dans la gestion du pays n'ont pas à être jugés aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y a un procès et l'arrêt de renvoi a un contenu. Et ce contenu, c'est ce dont dispose le juge. C'est à travers l'arrêt de renvoi qu'il va rendre son jugement. L'arrêt de renvoi ne parle pas des hommes politiques que vous êtes en train de citer ici. Donc il faut que nous restons dans ce contexte, dans le contexte de l'arrêt de renvoi. Le juge n'a aucun pouvoir d'aller prendre des gens qui n'ont rien à voir avec ce procès, mais qui ont eu des choses à voir avec le pouvoir de Sanogo. Ça, c'est réel. Il avait des amis, des complices dans la gestion du pouvoir. Mais ceux-ci ne sont pas fondamentalement des complices dans les assassinats là. Quand les assassinats se passaient, peut-être que Sanogo n'est même pas assassin. Peut-être Sanogo pourrait être acquitté. Mais il y a des gens qui ont tué. Il y a des morts, des gens les ont tués. Et alors, c'est ce jugement qui a lieu. Il faut que nous restions dans ce contexte. En tout cas, moi, je voudrais rester dans ce contexte. Merci. La dernière réaction sur ce sujet. Dernière réaction. Rapidement. Et quels sont ceux qui ont pris les armes le 30 avril? Ce sont les bérets rouges qui ont pris les armes avec l'intention de tuer. Mamadou Dabo l'a dit, ce n'est pas le procès justement des bérets rouges, tout de suite. Et ce sont ces bérets rouges. Est-ce qu'il faut s'attendre à un autre procès justement des bérets rouges qui sont inculpés d'ailleurs? Et ce sont ces mêmes bérets rouges qui sont allés attaquer l'aéroport du Mali, qui sont allés attaquer l'ORTM, l'Office de radio-télévision du Mali, qui ont fait des victimes. Il y a eu des civils qui sont morts dans cette histoire-là. Il y a eu des bérets verts qui sont morts, effectivement. Mais aujourd'hui, Aya est jugé parce qu'il y a eu des bérets rouges qui sont morts. Alors, qui était le chef des bérets rouges à l'époque? C'était Abdine Guindo. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Pourquoi il n'est pas cité? Je vous rappelle que Abdine Guindo a été arrêté pendant un long moment. Il bénéficie d'une liberté provisoire. D'une liberté provisoire. Les chefs d'accusation restent toujours contre lui. Et il est un témoin privilégié. Il est un témoin privilégié parce que n'eût été son intervention, il n'y allait pas y avoir ces morts. Vous voulez me tuer. Et le colonel Youssouf Traoré qui est béret vert, hein? Ouais. On nous a montré des images comme quoi, bon voilà, il a été mis dans un puits. Mais l'ORTM nous a montré ces images et le lendemain, ces images-là ont disparu. Quand vous présentez des galons neufs aux gens, quand vous présentez des chaussures neuves... Vous avez un doute sur la question. Aux gens. Donc, ça nous amène à émettre des doutes. Quelqu'un qui a été mis dans un puits pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, et on sort ses galons neufs, on sort ses chaussures neuves. Merci Makan, on va devoir aller. On se pose des questions. C'était la dernière question sur ce sujet. Mokhtar Belmokhtar aurait été tué par une frappe aérienne en Libye. Le chef du groupe Al-Mourabitoun, dont la mort a déjà été annoncée à plusieurs reprises, serait mort suite à un bombardement français il y a quelques semaines. L'information a été rapportée par le Wall Street Journal. Paul Nguessan du Prétoire, mort ou pas mort finalement? Il avait déjà été annoncé mort à 4 reprises. Hein? Oui, 4 reprises, le boy Belmokhtar. Je pense qu'il faut d'abord prendre cette information d'abord avec des pincettes. C'est vrai que il est l'un des chefs terroristes les plus recherchés dans le Sahel par les forces américaines et même françaises. Mais cette fois-ci, est-ce la bonne? On ne saurait le dire. Mais une chose est sûre, c'est que la traque des terroristes et des djihadistes qui pillent le Sahel, surtout le nord malien, doivent être combattus pour que nous puissions vraiment nous libérer de ces joutes, des mines, de ces attentats qui sont en train de vraiment empiéter sur la bonne marche du septentrion malien. Mokhtar Belmokhtar, décédé ou pas,
Là n'est pas la question. La question, c'est vrai que c'est un chef djihadiste très craint, parce que très, très sanguinaire. Mais il use vraiment de notre côté, surtout au niveau des autorités maliennes, d'amplifier vraiment les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour que nous puissions vraiment essayer de sécuriser notre septentrion qui est au lieu de devenir un no man's land où tout est permis et où c'est Mokhtar, Bel Mokhtar, ici pavane comme c'était des territoires acquis à leur cause. Je pense que les Américains, avec tout ce qu'ils ont comme matériel, c'est facile de nous dire si réellement Bel Mokhtar est mort ou pas. Donc si eux-mêmes ils ont certains doutes, c'est pas à nous de le confirmer. Mais le mieux serait pour nous qu'on nous dise vraiment que cette fois-ci c'était la bonne, pour qu'il y ait au moins un de moins, pour que nous puissions avancer. Boubacar Yalkouye, est-ce qu'il y a un doute justement sur la mort de Mokhtar Bel Mokhtar? Oui, bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, il a été annoncé mort à plusieurs reprises. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour quiconque connaît quand même la stratégie de communication de ces groupes terroristes, à chaque fois qu'il y a un responsable terroriste qui est assassiné ou bien qui est assassiné, c'est suivi par quand même un communiqué. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, ni AQMI ni Al-Mourabitoun, le groupe de Mokhtar Bel Mokhtar, aucun de ces groupes n'a encore fait un communiqué par rapport à ça. Mais est-ce qu'ils ont nié justement sa mort? Non, ils ne l'ont pas nié. Ils n'ont pas fait de communiqué par rapport à ça. Raison pour laquelle je disais qu'il fallait quand même attendre à voir aussi leur version des faits, si c'est vrai ou pas. Et qu'est-ce que cela pourrait justement changer dans cette donne sécuritaire au Mali, qu'il soit mort, si jamais il est mort? Oui, bon, quand on essaie de voir un peu son passé, on sait que, au fait, c'est un homme, un monsieur trouble au niveau du Nord. Et surtout du côté terroriste, du côté de trafic, tout le monde le sait, que ce soit quand même les humains ou que ce soit également de la drogue et autres. Et donc cela veut dire qu'aujourd'hui on sait aussi que le fait qu'il est quand même parvenu à avoir le Moudjahid avec lui comme déjà un acquis, donc ça sous-entend vraiment qu'il a une force quand même au niveau du Nord. Et tout le monde sait également qu'au moment où le Nord était entre les mains de ces gens aussi, sa présence vraiment a eu une nuisance quand même importante sur, comment on appelle ça, le problème du Nord en tant que tel. Merci. Makan Konaté de Maliba FM, dis-toi, comment est-ce que justement on peut être rassuré de la mort de Mokhtar Bel Mokhtar ou non? Mort ou pas, je crois que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on essaie de jouer à la délation. Tout cela, toutes ces informations sont dues aux Français. C'est-à-dire? Ils ont cherché à venir au nord du Mali, ils ont cherché à occuper le nord du Mali. Et tout le monde le sait. Ils sont là-bas parce qu'il y a des ressources minières importantes. Ils sont là-bas parce que le nord, une partie du nord, tel que Tessalit, est un endroit stratégique. Donc maintenant, ils essayent de chercher à justifier leur présence. C'est ça. Bel Mokhtar est mort, il y a Agali, ceci, cela, il y a eu cela. Non, on s'en fout de ça. Non, on s'en fout de ça. Il ne faut pas que la France joue à la délation avec le peuple malien. Nous sommes un peuple souverain, un peuple responsable. Voilà. Donc qu'il soit mort ou pas, nous, on se moque de ça. C'est que nous voulons. Ah, vous pensez que ça ne change rien? Ça ne change rien. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne notre nord. Et que les Français quittent là-bas. Et ils ne vont pas quitter. Ils sont déterminés à rester et ils vont rester. J'en suis convaincu. Et chaque fois qu'on essaye de trouver les solutions pour... Nos soldats sont en train de mourir tous les jours. Et aussi, ils en perdent. Mais cela ne suffit pas. Ils veulent rester. Ils veulent occuper. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le problème du Nord, c'est le premier responsable du problème du Nord, c'est la France. Ce sont les Français qui nous créent tous ces problèmes-là. Et il est temps qu'ils dégagent. Merci Makan Konaté. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le forum de la presse du studio Tamani. On parle justement de la mort de Mokhtar Belmokhtar, justement Mamadou Dabo du Zénith Ballet. Jusqu'où s'étend justement l'influence de Belmokhtar quand on voit que Almourabi Toune, son groupe, a revendiqué l'attentat de Gao? Cette affaire de Belmokhtar devient finalement un non-événement. On l'a annoncé plusieurs fois mort. Aujourd'hui, on revient avec la mort d'un cadavre. Et ça devient finalement un non-événement. Et même s'il était mort, AQMI continue. Vous pensez que mort ou pas, son influence serait quand même... Mais justement, aujourd'hui, il est très loin de nous. Il a quitté le Mali pour l'Algérie, et après l'Algérie pour la Libye. Mais ce qui est sur nous continue, persiste. Et nous savons pourquoi ça persiste. Ce cadre qui est d'ailleurs... Ce terroriste qui est d'ailleurs algérien a plus sévi au nord du Mali qu'ailleurs. Hein, si on regarde bien. Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas l'Algérie, par exemple, hein? Est-ce que c'est justement... mais c'est parce que l'Algérie les protège contre les structures algériennes, mais ne les protège pas contre le Mali. La France les protège contre les intérêts français, mais pas contre les intérêts maliens. Les Français sont venus contre des terroristes, mais pas contre le MNLA, alors que pour nous autres, il n'y a pas de différence fondamentale entre les MNLA et les terroristes. Vous pensez que c'est blanc, bonnet blanc? Et justement, c'est eux-mêmes qui les ont envoyés au Mali, à partir de la Libye. Merci. L'aéroport de Gao, d'ailleurs, qui a été attaqué, qui reste impraticable pour une durée indéterminée à la suite de l'attentat suicide, j'y arrive, dont il a été la cible mardi. Cette opération a été revendiquée, je le disais tout à l'heure, par Almourabi Toune, qui indique qu'elle a été menée par 4 hommes. Selon la MINUSMA, l'explosion d'un des deux véhicules utilisés par les terroristes a causé d'importants dégâts. Le communiqué adressé par le groupe Almourabi Toune à l'agence mauritanienne Allah Akbar indique que les 4 assaillants ont péri dans l'opération contre l'aéroport, rappelant qu'il s'agit d'un des sites les plus importants et les plus sécurisés des forces étrangères au Mali. Alors, Paul Nguessan du Prétoire, comment comprendre que tout ce dispositif sécuritaire, justement, au niveau de l'aéroport de Gao, arrive quand même à être percé? Ben, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi chaque fois, malgré qu'il y a ces forces françaises Barkhane qui sont chargées de surveiller toute la bande sahélo-sahélienne, la force onusienne MINUSMA qui ont avec un arsenal de guerre impressionnant, pas impossible, qui sont censés avec le renouvellement de leur mandat, un mandat un peu plus robuste, c'est quand même étonnant de voir que à chaque fois, ces mêmes terroristes arrivent quand même à toucher les coins sensibles des localités du nord du Mali. Ici, c'est pas l'aéroport, tantôt c'est l'aéroport de Gao, tantôt c'est Kidal, tantôt c'est Tombouctou. On a l'impression que nous sommes dans un jeu où l'intérêt, même comme venait de dire M. Dabo, l'intérêt malien importe peu ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on détruit l'aéroport de Gao, c'est vrai, c'est les Maliens qui prennent un coup. Eux, ils ont tous les moyens pour pouvoir rapidement peut-être évacuer leur personnel ou bien sécuriser la zone. Mais la question qui se pose est réellement à quoi sert réellement ce mandat de la MINUSMA robuste? À quoi sert tout ce dispositif de Barkhane qui punit dans tout le Sahel malien? J'ai l'impression que plus c'est le peuple, c'est la population de ces régions-là qui souffre le martyre aujourd'hui. Sinon, par contre, eux, je pense que eux, ils sont mieux sécurisés, ils sont barricadés dans les tours de Barbelé avec tout cet arsenal qu'ils ont. Mais en général, le travail sur le terrain reste à désirer. Et là, il faudra que les autorités maliennes puissent vraiment essayer de revoir cette coopération-là au niveau de ces forces étrangères. Ils sont nous aider, c'est vrai, mais il faudra vraiment qu'ils essaient vraiment de nous montrer réellement leur bonne foi pour nous aider à sortir de cette crise-là. Merci. Boubacar Yalkouye du pays. Il semblait, évidemment, quand l'hôtel Byblos de Mopti a été attaqué, on a vu tout de suite après que un hôtel à Bamako a été la cible également d'attaque. Alors, est-ce qu'il faut craindre justement l'aéroport de Gao qui est plus sécurisé que l'aéroport de Bamako d'ailleurs a été victime d'attaque? Est-ce qu'il faut craindre justement que ce ne soit qu'une répétition pour venir attaquer par exemple l'aéroport de Bamako?
Oui, au fait, ces attaques répétitives quand même prouvent à suffisance que les forces étrangères qui sont chez nous ici, leur intervention vraiment reste à désirer. Reste à désirer en ce sens que nous voyons que nous sommes dans ce système-là. Non, mais est-ce qu'il faut craindre justement que Bamako ne soit, l'aéroport de Bamako ne soit une des prochaines cibles? Oui, effectivement. Aujourd'hui, aucun endroit n'est à l'abri. Aucun endroit n'est à l'abri quand on essaye de voir un peu, comme vous l'avez si bien dit, malgré le dispositif sécuritaire important à Gao, ils ont quand même pu frapper l'aéroport. Donc ça veut dire que vraiment aucune structure importante, aucun espace important quand même du Mali n'est à l'abri aujourd'hui de ces groupes terroristes-là en tant que tels. Et d'ailleurs, je disais également... Je m'excuse de vous reprendre la parole, il nous reste très peu de temps. Juste Makan Konaté, 2 mots là-dessus, on passe au dernier chapitre. Rapidement 2 mots. Oui. La MINUSMA cherche à justifier sa présence au Mali. Et je doute de la bonne foi de la MINUSMA. Sinon, comment comprendre que des attaques de ce genre puissent être perpétrées, que la MINUSMA soit sur place? Je doute également... Il n'y a pas que la MINUSMA, il y a Barkhane, il y a les FAMA, il y a les FAMA aussi. De Barkhane. Est-ce que vous doutez de la bonne foi des FAMA également, qui sont là aussi? Non, mais les FAMA sont cantonnés. Hein? Les FAMA sont cantonnés. Pas à Gao. Mais les FAMA n'ont pas la possibilité leur possibilité de manœuvre comme elles le font. Non. Elles sont tenues. D'abord, un tout dernier mot d'abord. Je pense que le MLRA, par exemple, l'attaque là doit nous inciter à voir déjà ce qui se fera. C'est une question d'argent. Lorsque pour le sommet Afrique-France, les chefs d'État vont vouloir venir au Mali. Est-ce que déjà nous ne sommes pas avertis? D'accord. Par rapport à ce qui peut se passer. Merci. On va parler, on évolue vers le dernier chapitre. Des affrontements ont opposé jeudi la CMA et la plateforme près de la localité d'Intili dans la région de Gao. 3 combattants de la coordination ont été tués et 3 autres faits prisonniers selon un responsable de la CMA qui indique que c'est la plateforme qui a déclenché les hostilités. Ces affrontements interviennent 48 heures après l'annonce par le comité de suivi de l'accord du démarrage des patrouilles mixtes prévues pour le 10 décembre. La plateforme a récusé toute responsabilité de ces affrontements. Alors, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la paix déjà. Comment arriver, Boubacar Yalkouye du pays, à créer un cadre de confiance pour que les patrouilles mixtes puissent enfin démarrer? Est-ce que dans ce contexte-là d'affrontement entre la CMA et la plateforme, on peut parler de patrouilles mixtes pour sécuriser les populations? Non, c'est pas quand même du tout, c'est pas facile puisque, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est quand même pas la première fois que ces groupes s'affrontent au nord pour des questions de position stratégique. Et d'ailleurs, nous voyons un peu que par rapport à ces différents affrontements, puisque déjà, ils ont fait des concertations. Et suite à ces concertations au nord du Mali, ils ne se sont pas entendus quand même sur certains points d'ailleurs qui sont aussi stratégiques pour l'un comme pour l'autre. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, il est vraiment temps que l'État essaye de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation. Parce que ça ne peut pas continuer. Et du moment où nous pensons qu'il est temps, il est plus que temps que nous partions quand même vers la mise en œuvre de l'accord et que ces groupes continuent à s'affronter au niveau de ces zones au nord du Mali là-bas. Donc ça veut dire qu'on est toujours, il nous ramène toujours quand même à la case départ. Merci. Mamadou Dabo du Zénith Balai. Est-ce que justement ces affrontements ne prouvent pas à suffisance la nécessité d'aller d'abord à un DDR ou à la conférence d'entente nationale avant toute chose? Je pense que nous avons perdu assez de temps à ne pas désarmer ces groupes. Tant qu'ils sont armés, ils vont s'affronter. Ils n'ont pas le même idéal. Ils n'ont pas la même perception de la paix. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, même sur l'accord. En signant l'accord, certains sont venus avant d'autres et il me semble qu'il y en a qui sont venus par contrainte ou peut-être il y a une manipulation politique quelque part qui les a fait venir. Et lorsque ces gens se retrouvent, tant soit peu, il faut vite les désarmer. Vous pensez qu'il faut nécessairement aller au DDR? Il faut nécessairement les désarmer
pour que ces affrontements prennent fin. Sans armes, ils ne vont pas s'affronter. Makan Konaté, trop d'hommes armés au Mali. Plateforme, au sein de la plateforme, plusieurs groupes armés. La CMA, au sein de la CMA, plusieurs groupes armés. Mais on voit également ces nouveaux groupes qui se créent. CJA, Mila, etc. Oui. Alors, quelle est la place même de ces nouveaux groupes armés-là? Est-ce que ça ne ramène pas plus de ces groupes armés-là, qui est-ce qui les arme? Qui est-ce qui les arme? Ils ne vont pas fabriquer des armes. Donnez-nous la réponse. Non. Qui est-ce qui les arme? Qui est-ce qui les arme? Donc il faut se poser la question. Selon vous. Les statistiques disent qu'il y a plus d'armes en circulation au Mali qu'avec les forces de l'ordre. Voilà. Il faut chercher d'abord à savoir qui est-ce qui les arme. Deuxièmement, le trafic de drogue. Comment est-ce que ça s'organise? Qui est-ce qui amène la drogue? Donc vous pensez que le trafic de drogue est une donnée importante? Mais une donnée très importante parce que c'est avec l'argent de cette drogue-là que ces gens-là arrivent. C'est pourquoi le gacha a créé des problèmes à d'autres mouvements armés. On parle aujourd'hui de groupes armés des deux camps qui sont dans ce trafic de drogue. Le gacha a mis un frein à cela. Ah, vous pensez que le gacha ne fait pas partie de ces histoires de trafic de drogue? Vous pensez, selon vous? Ou c'est tous les deux? Selon moi, le gacha a freiné ce trafic de drogue et c'est ce qui fait que souvent le gacha est victime d'attentats. Mais qui est-ce qui arme ces gens-là? Mais la question est posée cette fois-ci. Voilà. On s'accuse mutuellement. La CMA dit c'est la plateforme qui a attaqué. On n'a pas suffisamment de temps. Mais j'aurais voulu que vous me donniez le minimum de temps pour que je puisse quand même terminer mes propos. Très rapidement. Voilà, vous avez 30 secondes. Le minimum de temps. Vous avez 30 secondes. Le MNLA a égorgé ici plus de 150 de nos militaires. À Aguelok. Le MNLA est gracié de ses crimes. Le MNLA est gracié de ses crimes. Très rapidement. Aujourd'hui, on est en train de juger un général. Sanogo. Qui, à travers son geste, a fait de celui qui est notre président aujourd'hui, président de la République. D'accord. Cela est bien compris, Makan. Très rapidement, Paul Nguessan du Prétoire, vous comprenez qu'il y a encore des affrontements de ce genre. Alors, quel est l'avenir des patrouilles mixtes qui doivent démarrer en décembre, ce mois-ci? Mais je pense que justement, comme le disait d'abord, c'est une affaire. Ça, ces histoires de groupes armés, je pense que c'est un problème d'intérêt. Aujourd'hui, que ce soit la plateforme, que ce soit la CMA, chacun est en train de lutter pour pouvoir avoir sa part du gâteau lorsqu'on va commencer le DDR, la démobilisation, désarmement, réinsertion. Parce que pour preuve aujourd'hui, même pour finir la liste des combattants, ils ont des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est caché. Tant qu'on ne va pas désarmer ces gens-là, et il faudra qu'on puisse vraiment aller à l'essentiel. Le comité de suivi de l'accord, chaque fois à Bamako réuni, quand on vient, on entend on accuse l'État malien qui ne joue pas son jeu franc, ou bien on essaie chaque fois de se justifier. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. C'est de donner un ultimatum à tous ces groupes armés-là pour qu'on puisse les cantonner, qu'on désarme. Je pense qu'en fonction de là, on peut repartir sur de nouvelles bases. Et en plus, ce qui fait mal, c'est qu'on cantonne des gens. Le Gatia, par exemple, on les cantonne sous peut-être qu'on dit qu'ils sont des groupes armés pro-Bamako, alors que la CMA, ils sont assis à l'État Kepesky ici, au fait de l'État, les contraires maliens, ils vivent la belle vie. Donc, quelque part, on voit que même dans cette crise-là, il y a un groupe qui est favorisé et un groupe qui est défavorisé. Pour mettre fin à ça, il ne pourra pas avoir de patrouille mixte tant qu'on n'a pas. On ne sait pas d'abord le nombre de combattants. Parce qu'il faut connaître le nombre de combattants ont été définis de part et d'autre. Chacun a donné une liste. Oui, mais en tout cas, pour les patrouilles mixtes, il s'agit de 200 combattants de chaque organe. 200 combattants des FAMA, 200 combattants de la plateforme, 200 combattants de la CMA. Donc, étant donné qu'on connaît déjà le nombre, je pense qu'il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. C'est d'organiser les patrouilles mixtes conjointement. Mais est-ce que vous pensez qu'il est judicieux d'organiser les patrouilles mixtes dans ce contexte où les gens risquent de s'affronter? Est-ce qu'il ne faut pas justement les désarmer d'abord et organiser tout ça? Mais justement, en commençant la patrouille mixte avec tous les groupes armés, on verra réellement qui est de bonne foi ou pas. Parce que si aussi on veut chaque fois faire le désarmement, ça ne va pas. On fait la patrouille mixte, on verra réellement s'il y a une sincérité. Très rapidement, Makan, un tout dernier mot en 10 secondes. Un terme à cette histoire de rébellion au nord. Il faut que les troupes Barkhane rentrent chez elles. Il faut que MINUSMA rentre.
Il faut que ces troupes-là quittent le Mali. Merci Makan Konaté. Nous pouvons régler notre problème entre nous. Merci Makan Konaté de Maliba FM. Merci Makan. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cet agréable moment avec nous. Merci messieurs d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs dans tout le Mali. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Elle a été mise en onde par Salim Djouara. Nouhoundire était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À lundi. Bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.